du lundi. Je vais poursuivre par la question non seulement du graphe du désir dans le séminaire, le désir et son interprétation, mais surtout la question de la refente. Et là aussi, il y en a pour plus d'une fois, alors je ne sais pas s'il faut s'apesantir comme ça, mais j'avais bien envie de vous donner la parole pour certaines fois. On peut décaler le programme que j'ai fait pour mars. En avril, il n'y aura que 2 séances et 2 en mai, donc voilà, on a un nombre congru. Les dernières séances, je vais parler de la tension entre les premières et dernières séances de ce séminaire. Les dernières séances ont trait à la perversion et à la névrose, mais entre autres, l'avant-dernière et l'antépénultième ont trait à la perversion. Donc, je voulais bien laisser la parole, mais je pensais à Juan Sébastien qui avait fait un texte que j'ai rediffusé. Si vous voulez parler sur les dernières séances de ce séminaire où il est question de la coupure et du splitting de l'ego, comme on dit. Mais bon, enfin du sujet. Comment? Je veux bien. En avril? Continuez, oui. Ou la prochaine fois? Ça peut être la prochaine fois. Je peux présenter mon texte et continuer avec le lien, faire un lien avec Peirce. Mais c'est surtout le lien avec Lacan qui est Le important. lien avec Lacan, oui. Ouais. Ok. Bon. Oui. Non, mais si d'autres personnes veulent intervenir, on donne juste la parole et qu'il y ait des échanges entre les uns avec les autres et avec moi. Parce que je n'ai pas pisté toute la question de la refente dans Lacan. Je pense qu'il y en a dans tous les séminaires et ça pourrait nous prendre un séminaire entier. Ce que j'ai prévu pour l'an prochain, c'est de repartir du poétique, exactement comme il en parle dans ce séminaire d'ailleurs. C'est assez étonnant aussi. Bon. Et de considérer que le poétique fait partie de ce passage, là j'anticipe sur l'an prochain, fait partie du passage de ce qui est inaccessible dans la parole à ce que ça vise à matérialiser. Je vais mettre de la matière. Sous la forme, on aurait tendance à dire que c'est la métaphore qui permet une matérialisation de la parole, et Lacan insiste beaucoup sur la métonymie. Mais bon, dans ce séminaire, je ne dis pas que ce soit constant. J'ai une question sur la structure, pas la structure de la coupure, mais la coupure comme s'échappant dans le vide, toujours plus avant. Toujours pas plus comme, avant, pas forcément. Toujours. Parce Enfin, qu'il y a la question de la matérialisation aussi. Une coupe, on peut couper une coupure et de toute manière. Ah, ça oui. Ça une coupure meubienne. Une coupure meubienne, et plus on la coupe, plus on la coupe, quoi. Oui, c'est ça. C'est cette question de l'un qui est posée. C'est la question de l'un, je dirais, par rapport à l'autre, qui est posée, ou par rapport à l'objet, si je veux réduire l'autre à l'objet. Ou donc la coupure meubienne, il faut être un peu plus probant, je refais les dessins. Mais je ne sais jamais s'il faut le faire ou pas, si c'est évident ou pas évident. Mais vous n'êtes pas allé au bout de votre remarque aux questions. Non, est-ce que la façon dont la coupure peut se recouper et se recouper, c'est la compactification du vide. C'est ça que vous avez. Oui, moi je dirais ça, parce que de toute façon, il n'y a pas le bout du bide, quoi que ce soit. On n'arrive pas à une densification finale de quoi que ce soit, ni en intention et en densification, ni en infinitisation et en élation. Je n'ai pas d'autre terme que élation pour dire que ça se raréfie au fur et à mesure qu'on va vers l'infini, alors que vers le vide du zéro, ça se densifie. Donc cette coupure, si je l'élargis,
celle-ci, si j'élargis à son voisinage, bien sûr, ce que ne dit pas Lacan, je rappelle, j'obtiens une bande de Möbius que je peux recouper. La bande de Möbius, quand on fait une coupure proche des bords, dans une bande de Möbius, on obtient et la bande de Möbius et la bande bilatère qui est celle qui tombe en général. Donc, le même schéma avec une coupure médiane ou proche des bords. Enfin, c'est pas la même réalisation matérielle en tous les cas. C'est quand même sûrement un point qu'il faut maintenir, il faut discuter. Moi j'ai peut-être tendance à laisser tomber ce qui est par trop, pour moi, imaginaire, du côté de ce que représente la coupure proche du bord. Donc avec la coupure médiane, il y a de l'insaisissable de la coupure, au sens où on peut la recouper. Donc j'ai tendance à l'écrire ainsi. Entre extrinsèquement la bande möbienne unilatère qui, si on la coupe, laisse transparaître et choir le bilatère local qui devient donc une bande à deux demi-torsions, et la coupure elle-même subsiste, et on peut de nouveau la recouper, et ad libitum, voilà, ça n'en finit pas. Il y a quelque chose d'un paradoxe de Zénon là-dedans, si on veut. Donc ça rejoint l'idée de ce qui est inaccessible dans la fonction de la coupure, et de ce qui est accessible. Donc, si je reprends la bande de Möbius en la dessinant dans le plan projectif, l'an prochain, je ferai toute une reprise didactique de tout ça à la Lysimac. Avec Claude Ardeur, je reprendrai mes raisons de m'intéresser à ce qu'il fait du côté des nœuds. Voilà. On prendra du temps en se discutant mutuellement en topologie. Donc la question de la coupure, c'est dans l'artefact de ce schéma-là, il ne faut pas se méprendre, c'est toujours quelque chose d'approché, un schéma, c'est-à-dire que je considère qu'il y a une condensation en 1.01 de ce qu'est cette bande de Möbius. Et que la structure möbienne, comme fonctionnelle, et étant ce qui échappe, conduit à des matérialisations possibles. Le 2, il est là-dedans, c'est ça le 2. Et alors, je vous rappelle que c'est un seul disque, ces deux pas de bois sont un seul disque. On peut en faire des trisquelles et en faire des nœuds borroméens, qui nous donnent auquel cas, entre ces trisquelles, la structure borroméenne de cette coupure. Pour l'instant, j'essaye de lire dans Lacan, mais il y a à faire un travail à partir de la physique, mais encore bien autrement, pour essayer de voir comment la structure du vide, comme structure de coupure, interfère avec l'ensemble des concepts freudiens et lacaniens, et surtout en quoi cette bande de Möbius, que je considère être le templé des fonctions inaccessibles, puisque c'est le développement de ce qu'est cette fonction d'intention qui donne cette bande de Möbius, laquelle se rétracte, si on peut le dire comme ça, sur la question de l'un. L'inaccessibilité est quand même rendue accessible par, d'une part, des entours de ce trou, en termes de bord, et d'autre part, ou en termes de disque, étant entendu que disque et bande de Möbius s'associent pour constituer un plan projectif par identification de bord. Un cercle ou un 8 intérieur, c'est un élastique replié sur lui-même, le 8 intérieur, donc ça donne des difficultés à le réaliser dans une étoffe, en 3 dimensions, en 4 c'est faisable,
Mais enfin, les apories de la 3 dimensions, de la dimension 3 sont aussi intéressantes. Les apories du plan projectif tridimensionnel sont aussi intéressantes. Donc la question qui est posée, c'est la question de ce clivage, donc tous les termes sont valides, hein, même si Lacan les utilise variablement. Mais il parle aussi bien de béance. Hein. Et je rappelle qu'à ce niveau-là, je situe la béance de la cause, comme Lacan en parle. Donc cette béance qui est refente, qui est Spaltung, splitting en anglais, qui est division, qui est déhiscence, qui est ce que j'oublie, le clivage. Bon. Ça s'exprime pour Lacan en termes de transfert. Hein. Déjà, c'est le transfert qui est là. Autrement dit, si on veut avoir un templé, une saisie de l'insaisissable, c'est aussi en termes de transfert. Je ne dis pas que le transfert soit saisissable, hein, ça c'est bien la question que se posaient les Américains que Lacan critique quand il dit qu'il n'y a pas de transfert du transfert, à la fin du compte-rendu du séminaire sur l'acte, avec les références, enfin bon. Mais je reprends, je fais un commentaire de cet article des Américains dans le dernier bouquin. Donc pourquoi vous dites que le template doit être saisissable? Parce que c'est sa raison d'être. Moi, j'allais dire que la coupure, c'est le template en tant que compte-rendu de la récursivité. Ouais, ça dépend de ce qu'on appelle une coupure. C'est toujours pareil en français, enfin sûrement dans d'autres langues aussi, mais enfin, le français que je cause n'est pas exactement correct sur ces questions. Hein, on ne sait pas si une coupure, c'est une coupure en acte, autrement dit fonctionnelle, ou si c'est une coupure déjà effectuée qu'on peut considérer en objet. Moi, le template, je ne le prends pas en acte parce que c'est le flux signifiant qui est en question dans l'organisation de la coupure comme fonctionnelle. Par contre, si je parle de la même chose aboutie selon un point d'arrêt, hein, il faut savoir qu'est-ce qui sert de point d'arrêt. Hein, je considère que c'est toujours de la représentation par rapport à de la structure, y compris que ce soit le terme de représentation mathématique ou le terme freudien de représentation, de Vorstellung, ou bien, je pense qu'avec Lacan, on avance quelque peu là-dessus, puisque représentation, c'est un côté un peu flou. C'est le côté figuré qui met de l'imaginaire où on cherche à atteindre du symbolique, c'est plutôt ce que j'aurais dû dire. Donc, sur un plan symbolique, la lettre et la fonction de la lettre, et l'enstasis, c'est l'obstacle de la lettre, c'est-à-dire l'instance de la lettre, vis-à-vis du flux signifiant, est quelque chose d'important. Donc c'est en termes de lettrage que tout ça peut se donner. C'est ce que Claude Ardeur développera à l'INSIMA, puisqu'il est capable de redonner, sans passer par des surfaces d'empan, des reprises de coupure comme nœuds, en donnant, selon les modes de spécification de ces nœuds comme orientés, un lettrage possible de tout ça, et autrement dit, une certaine algébrisation non standard des nœuds qui permet peut-être qui permet assurément de remonter du lettrage, qui est quand même un mode de représentation, au nœud lui-même, puis surtout permet de remonter un certain lettrage abstrait, passant par peut-être un discours qui se veut plus réaliste et concret, à quelque chose de je vais parler d'un discours qui se voulait réaliste, donc, et concret, à quelque chose d'inaccessible. Donc le problème, je rappelle, d'une façon générale, et les templés sont là comme pour ça. Alors je refais l'autre schéma auquel je suis habitué. Hein. Je reviendrai sur le discours de Lacan après, parce que c'est avec ça que je lis Lacan. On a affaire à la dérive signifiante, de la signifiance, qui est donnée, y compris par Lacan, d'une manière pseudo-continue, segmentée. En fait, la
Pour moi, le S1 ayant une valeur meubienne, je ne sais pas si je dois répéter tout, je reprends à un certain niveau. Le S1 ayant une valeur meubienne, c'est-à-dire que, bon, d'un signifiant à l'autre, je reprends quand même, il y a un passage qui est déterminant, et cette bande de Möbius est absolument essentielle, et c'est cette organisation des signifiants à partir de leur lien que j'appelle signifiance et qui correspond au signifiant unaire de Lacan, cette unarité étant l'unarité de la bande de Möbius, là on retombe sur ses pieds. Bon. Je dis surtout qu'à partir de cette représentance que j'indique comme une flèche, qui en impose pour un antécédent, on avance vers un conséquent avec un décalage, bien sûr, une Einstellung. Et donc ce décalage permet de ne pas s'en tenir à une segmentation de la dérive de la signifiance, mais de passer à un continuum de la signifiance. Donc la répétition du S1, c'est le rang, y compris quand Lacan l'écrit en termes de S1 de Guêpe. Hein, ça. Bon. Et ça suppose effectivement un coup d'arrêt à un certain moment, de telle façon à ce qu'on adjoigne une représentation ou une lettre pour passer à un S2. Donc, il faut qu'il y ait un coup d'arrêt pour que ce ne soit pas tout simplement ouvert sur un infini élationnel. Le S2, je le rappelle, pas s'endormir sur le tableau. Je vais enlever ça. Le S2 vient donc en travers, en enstasis, en obstacle à la fluence de la signifiance, pour produire un accès possible à cette signifiance, selon deux termes possibles que Lacan précise dans l'instance de la lettre, page 511, je rappelle, en termes d'Einstellung, c'est Lacan qui le conçoit ainsi, en termes de métonymie et de métaphore. La métaphore, c'est le sujet, hein, et la métonymie, c'est l'objet. Donc tous les autres termes qui viennent, et que Lacan utilise aussi bien, hein, c'est la diachronie de cette fluence, de ce flux, hein, de ce flot, peu importe. La diachronie, elle est syntagmatique. Et donc, ce qui compte là, c'est la contiguïté. La contiguïté qui ne fait qu'un. C'est tout le problème de cette temporalité unaire dans Augustin, hein, dire dans les Confessions. Livre 11. Bon. Là, évidemment, la métonymie renvoie à cette question diachronique, hein, laquelle, c'est par exemple le groupe Mu qui dit ça, la métonymie diachronique renvoie à la métaphore où c'est plus la contiguïté qui vaut, mais la substitution, et Lacan discute de tout ça aussi, hein, en termes de paradigme. Et donc de syntagme. Le syntagme, je l'ai déjà dit, de paradigme, syntagme, diachronie, synchronie. Donc, une fois qu'on dispose de tout ça, il faut simplement se dire que on a affaire à un feuilletage tel que on ne repasse pas deux fois au même endroit et que à chaque fois on avance, que la Chertung, le feuilletage dont parle Freud, il est donné là pour la signifiance, on a affaire à une
superposition. C'est comme des gâteaux feuilletés, hein, ou les pages d'un livre, mais qui spécifie la métaphore par rapport à une métonymie qui est justement cette avancée. Il n'empêche que le templé est cette structure d'ensemble, on avance d'un S2 à un S2', etc., avec à chaque fois en s'appuyant sur de la métonymie du A et sur la métaphore du S barré. Donc sur cette image de deux attracteurs, métonymie, métaphore, objet A et sujet, on construit des signifiants depuis la signifiance comme étant des templés de cette signifiance. Mais ce qui compte, c'est la signifiance. Je rappelle que, pour moi, une fois de plus, je le rappelle parce que c'est avec ce schéma-là que je lis Lacan, que cette signifiance, elle est de l'ordre de la parole et de l'énonciation. À ne pas confondre avec des énoncés ou des propositions. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui est saisissable dans ce templé Alors, dans le templé, ce qui est saisissable, c'est la structure interne de la coupure, sur laquelle je n'insiste pas assez. Et en termes d'hélice, en termes de sinusoïde, en termes d'oscillation, comme ça vient régulièrement dans le discours de Lacan, et en termes de nœuds, en termes de tissu, comme je disais, donc avec le nœud 7-4, je vais boucler en plus, mais ça représente l'infini, hein, c'est du coup... vous verrez à la sortie. C'est un symbole bouddhique. Hein. Pas seulement les mathématiques qui inventent ça. Donc moi j'ai pris comme le nœud minimal un nœud unifile. Ce qui compte, c'est l'aspect unifile de la mise en correspondance, la mise en continuité des méridiens et des parallèles. Tout. Ce que je fais là, hein, c'est le même schéma. Donc il y a peut-être à faire un tissu, hein, mais enfin, je ne fais pas de dessus-dessous jusqu'à présent. Il faut affiner tout ça. Hein. Une fois qu'on est bien habitué à ce maniement-là, on peut aller de l'avant. Mais il faut déjà assurer ce maniement, vérifier que ce n'est pas en contradiction avec les discours fondés de la psychanalyse, donc minimum Freud et Lacan. Il y en a d'autres aussi. Vous seriez d'accord pour dire que, suivant le fil, passant de A à prime à second, il y a une temporalité diachronique qui est en jeu? Aussi, mais le problème, c'est la concomitance. Alors, si on prend un rêve, est-ce que ce qu'on va développer sous la forme d'un énoncé, comme un développement diachronique, chronique du rêve, est-ce que ce ne serait pas en fait quelque chose dont la concomitance est donnée d'une manière entièrement synchronique et que l'instantanéité du rêve, dans la mémorisation qu'en a le rêveur et dans le compte-rendu qu'il va en donner, peut se développer dans un discours qui est le rang. Difficile de savoir, à mon avis, exactement ce qu'est un rêve. Je ne suis pas sûr que les enregistrements électriques des périodes de sommeil nous assurent de la longueur des rêves. Je ne sais pas. Question. Ça donne pas un patron des discours comme écrit Lacan Ça quoi le vol de mouche. Ce que je viens de dessiner comme étant un schéma de chaos pour moi. Parce que je repartirai de ça, oui, alors j'ai parlé de politique pour l'an prochain, mais dans 2 ans, ça sera la question du chaos. En gros, ça prépare les colloques de dimension de la psychanalyse. Mais je pense que c'est justifié dans les avancées du discours qu'on tient ici. Donc vous disiez que... On parle des schémas des discours de Lacan. Est-ce que c'est pas un patron Des discours, des 4 discours. Des 4 discours. Le schéma de discours de Lacan, j'ai toujours un problème. Parce que les flèches qu'il donne ne me conviennent pas. Comme je tiens à faire correspondre Lacan à Lacan, je trouve que plutôt que de faire des flèches comme ça, qui nous coincent, parce que ça, on ne peut pas suivre un chemin eulérien. Hein.
Une fois qu'on est passé là, comme ça, hop, on s'arrête, et il y a une flèche toute seule. Bon. Moi, je dis que si on peut suivre un chemin eulérien, c'est mieux, entre autres, sur le mode S1, S2, petit a, S barré, de partir du réel et de significantiser pour obtenir des modes de réel différents. Et du coup, des modes de signifiance qui se distinguent les uns des autres. Donc, cette mise à plat du discours de Lacan, considérant que de toute façon, le discours de Lacan, le schématisme des discours de Lacan, des 4 discours, se donne sur un tétraèdre où chaque sommet équivaut à chaque autre. Donc peu importe où on met S1, S2, petit a, S barré, ça n'est qu'une question de présentation. Et dans la mise à plat, c'est pareil, donc je donne la primauté, une mise à plat qui suit les modalités ontiques comme il en parle, avec la nécessité de la signifiance, la possibilité signifiance, l'impossibilité du réel de l'objet et la contingence subjective. Ça ne serait pas plus cohérent si tu pars du S1? Je pense que tu as fait ce même schéma en partant du Oui, S1. bon, on peut partir de S1. Non, parce qu'on peut partir d'un réel à symboliser. C'est un peu comme... C'est un réel comme de hasard, comme fait Lacan dans l'introduction au séminaire sur la lettre volée. Et ensuite, c'est un premier réel de hasard, ensuite c'est un deuxième réel organisé modalement. Bon, mais de toute façon, dans ce schéma-là, on ne peut partir que des points supérieurs, parce que il faut toujours démarrer dans ces graphes, si on veut suivre un chemin eulérien, d'un poste de structure impair pour le nombre de fonctions qui s'y raccordent. Donc je peux partir effectivement de l'un pour aboutir à la construction du réel. Enfin après, ça dépend du discours qu'on tient dessus, et il faut savoir ce qu'on veut en faire. Bon. Donc le templé, il s'agit effectivement de tenir un discours sur le templé, ce que fait Lacan, à mon avis. En gros, rien que la première séance du séminaire Le Désir, il se pose ces questions-là. Ça m'incite à le lire en disant que tous les concepts, désir, jouissance, angoisse, libido, etc., défense, tout ce qui passe en vue en critiquant les options supposées freudiennes des psychanalystes de l'époque, et américains en particulier, ne rendent pas compte de cette structure de la coupure. Et Lacan fait fond sur la structure de la coupure, et on se trouve là dans cette référence au templé, dans des termes qui sont des termes conceptuels. On n'est pas obligé seulement de faire de la topologie. Donc les termes conceptuels ont aussi leur intérêt. En l'occurrence, si on reprend la question de ce qui opère là dans la cure, eh ben, c'est le transfert pour Lacan. Parce que la structure meubienne du transfert, c'est celle qu'il y a entre l'analysant et l'analyse, qui localement sont différenciés, mais qui globalement sont mis en continuité. S'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre de cette mise en continuité que j'appelle une adaptation des schématismes de l'un et de l'autre, sans réciprocité, comme dit Lacan, mais avec une torsion dans la voie de retour, on est de l'ordre d'une séparation, qui est quand même une production. Il faut utiliser le Lacan qui avance à grands pas, mais en s'apesantissant sur certains points. Donc cette différence, cette contradiction des schématismes, l'analyste n'a pas à imposer son schématisme à l'analysant ne vient pas pour maintenir dur comme fer son schématisme en disant, vous savez, c'est la réalité, j'y peux rien, enfin, comme disait Dora, et comme disent bien des gens. Donc il y a une adaptation de cette confrontation mutuelle, enfin Lacan dit que ça ne mutualise pas, ça ne se réciproque pas. Bon, mais il y a à tenir compte de cette torsion qui vient là,
Et bon, c'est sûr que le template est de l'ordre d'une torsion, d'une manière ou d'une autre, et puis on va voir quelle structure conceptuelle ça peut avoir. Donc voilà la lecture du désir et son interprétation, première séance. Là-dessus, je mets sur le même schéma, je rappelle, je mets aussi bien tous les liens d'aliénation, hein, S1, la différence entre S1